Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, maire Rassemblement National de Perpignan, premier vice-président du RN également. On va parler dans un instant de l'actualité nationale et locale. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot naturellement de ce qui se passe au Proche-Orient, avec l'attente toujours, qui se poursuit concernant la libération des otages. Pas de libération attendue avant demain. On sait en coulisses, ce sont notamment le Qatar et les Qataris qui ont été à la manœuvre. Si cette libération de 50 otages intervient bien, est-ce que vous direz merci le Qatar ? Oui, je pense qu'il n'y a pas que le Qatar. Il y a l'Égypte, il y a les efforts diplomatiques de la France, et il y a, je vais dire, plusieurs acteurs. Maintenant, moi... Mais reconnaître le travail du Qatar et de l'Égypte ? Oui, mais si vous voulez, c'est difficile de le reconnaître, on peut. Mais c'est difficile de concevoir qu'on peut à la fois accueillir la tête pensante du Hamas, qui réitère chaque semaine les menaces et en disant mais on refera la même chose s'il faut le refaire. À Doha, au Qatar. Voilà. Et en même temps dire on participe à la libération des otages. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui nous échappe à tous d'ailleurs, parce que ça c'est des questions que se pose réellement le Français dans la rue. Il ne comprend pas cette chose-là. Cela dit, si en 2027 le Rassemblement National accède au pouvoir, il aura aussi à se confronter à une part de réel politique, des interlocuteurs avec qui vous ne partagerez pas forcément les valeurs, et qui seront vos interlocuteurs. Mais ça c'est autre chose. C'est valable pour le Qatar, c'est valable pour la Russie, c'est valable pour la Chine, c'est valable pour tous les pays du monde. Et je vais dire heureusement. Et la dimension des relations internationales nécessite que l'on parle à certaines personnes, même quand elles sont infréquentables. Donc vous aurez des relations, si vous êtes au pouvoir en 2027, avec tous les pays arabes, y compris les régimes que vous considérez comme islamistes. Heureusement, je veux dire oui, mais on n'est pas obligé de leur dérouler le tapis rouge fiscalement à Paris, en France, etc., de tolérer un certain nombre d'autres actions économiques sur le territoire et de permettre pour certains pays le financement par des canaux détournés de l'islam radical sur notre sol. On n'est pas obligé. Alors venons-en à la situation en France et naturellement à ce drame qui a beaucoup fait réagir. La mort de Thomas, adolescent dans la Drôme le week-end dernier en marge d'une soirée. Une marche blanche était organisée hier. Le président de la République a dénoncé hier soir un terrible assassinat. La première ministre s'est exprimée au Sénat hier en insistant sur le fait que de son point de vue, l'heure est au recueillement. Et à l'enquête, bien sûr, elle dit ce moment appelle à la retenue et à la décence. Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Est-ce que vous partagez ces mots ? Non, parce que de toute façon, en France, depuis maintenant plusieurs années, nous avons ce genre de drame, de mort de jeunes hommes poignardés dans la rue, des choses comme ça. Là, pour le coup, elle a un caractère singulier. Dans une fête de village, des rugbyman qui ont une soirée privée et qui se font attaquer par on ne sait qui. On verra bien d'ailleurs la motivation réelle. Et ce sera intéressant de le regarder. Mais c'est normal que l'on s'émeuve de la chose et qu'on arrête de dire il faut surtout pas exploiter, il faut surtout rien dire. Et chacun arrive, sa bougie, sa peluche, sa marche blanche, tout ça est respectable. Mais ça ne fait pas une politique, tout ça. Et plus on met la poussière sous le tapis, et moins on s'occupe des problèmes réels de violence dans notre pays, et de violence de gens toujours plus jeunes. Et on verra que dans cette bande-là, certains, d'ailleurs tous ont été plus ou moins condamnés une fois ou deux sur des faits précis. Plusieurs des interpellés, en effet, c'est quand même connus des services de police. Oui, mais c'est pas tous de la justice. C'est pas. Moi, j'ai été jeune et tous les jeunes ne sortent pas avec des couteaux de 20 cm dans les poches. Et donc, je veux dire, il y a là aussi une banalisation d'un certain nombre de comportements individuels. Liés à tout un tas de violences qui aujourd'hui posent question sur les réseaux sociaux, beaucoup, mais aussi dans les musiques, de plus en plus de musiques qui sont violentes dans les paroles, d'atteinte à la police, de mépris, voilà. Et tout ça fait un état d'esprit, un contexte. Et bien ce contexte-là, eh bien Madame Borne, son gouvernement et les gouvernements d'avant, parce qu'on ne peut pas non plus dire c'est la faute de ce gouvernement. Depuis 30 ans, on entretient ce climat de violence qui est en train d'exploser à la figure de tout le monde. Je vous entends parler de la jeunesse et du climat de violence. Vous ne faites pas comme, par exemple, Éric Zemmour, Marion Maréchal à Reconquête, d'accusations sur le profil
des interpellés. Éric Zemmour et Stanislas Rigaud ont parlé de francocide, Marion Maréchal de Français de papier, d'une guerre ethnique prémisse de la guerre civile. Ce n'est pas votre crainte ou votre attaque? C'est la voyoucratie, voilà. Mais cette voyoucratie, elle a elle est typée. C'est-à-dire ces jeunes gens, c'est quand même pas courant qu'ils partent de Romans-sur-Isère, et on les retrouve à Toulouse. Quand vous dites elle est typée, qu'est-ce que vous entendez par elle est typée? Elle est caractérisée par un certain nombre de comportements. C'est ça que je veux dire, typé. Et ce comportement-là, il fait que, comme je disais, donc ils prennent des routes, c'est pas le meilleur chemin. Et on apprend qu'ils voulaient aller en Espagne et de l'Espagne au Maghreb. Donc c'est lié, qu'on le veuille ou non, à l'immigration, même s'ils sont nés en France. Ils étaient bien conscients du fait qu'ils avaient commis un crime, un assassinat, on verra, mais ils étaient aussi en fuite. Pour aller où? Pour aller dans un pays étranger et peut-être dans leur pays d'origine. S'ils sont nés en France, de nationalité française, de mère française, c'est le cas du principal suspect, et qu'ils habitent à Romans-sur-Isère, quel lien vous faites avec l'immigration? Ils voulaient aller dans son pays d'origine, manifestement. C'est l'émigration dans ce cas-là, c'est partir à l'étranger, fuir. Oui, mais dans le pays d'origine de sa famille, pour se cacher, manifestement. Donc il y a un lien, qu'on le veuille ou non. Ils sont français pour le coup de papier, mais ils n'aiment pas manifestement ce pays. Fuir à l'étranger pour échapper à la justice, ça peut arriver à n'importe qui, quelle que soit l'origine familiale. Non, mais là on voit bien le profil. C'est comme le terroriste qui avait agi en Belgique, qu'on a retrouvé en Espagne et qui partait se réfugier lui aussi dans son pays d'origine. C'est un peu les mêmes. Vous considérez que c'est parce qu'il y a potentiellement, ce serait effectivement à préciser, mais il y a une jeunesse une origine, une famille immigrée, que cela conduit à avoir des actes de violence? Toutes les familles d'origine immigrée ne sont pas violentes, mais beaucoup finissent dans le trafic ou dans la violence, voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est un fait. Il y a une jeunesse qui est en rupture, voilà. Elle ne veut pas s'intégrer, elle ne veut pas s'assimiler, elle ne veut répondre à aucune autorité, d'ailleurs pas même de leur famille, bien souvent. Vous avez beaucoup de mamans qui ont baissé les bras, et de familles, d'ailleurs, qui ont explosé, parce que cette jeunesse-là, qui n'est pas toute la jeunesse, c'est pas les jeunes, c'est une jeunesse qui est en rupture avec le milieu scolaire, le milieu social, le milieu institutionnel, qui vit de ces réseaux, de ces trafics en marge et qui, à l'occasion, déborde sur des assassinats, des vols, de tout ce qu'on peut imaginer. Je comprends ce que vous dites sur les problèmes d'éducation, d'autorité, de rupture. Je ne comprends pas en revanche, vu ce que vous venez de nous expliquer, en quoi le fait qu'il puisse y avoir une origine immigrée conduisent à l'acte. Vous considérez que le cas là. Dans leur gène ou dans leur culture, ils seraient prédisposés à cette violence? Pas du tout, mais il y a une partie de l'immigration qui ne s'assimile pas. Et lorsqu'elle n'est pas assimilée, elle tombe facilement dans la violence, dans la drogue, dans le trafic, et on est manifestement en présence de cela. Il ne faut pas amalgamer tout le monde, mais il faut relever que dans beaucoup de faits aujourd'hui qui se passent dans nos rues, c'est souvent soit des jeunes issus de l'immigration, soit des jeunes qui ne sont pas français. Écoutez, moi, dans ma ville, beaucoup de faits... À Perpignan, beaucoup de faits sont des jeunes qui viennent d'arriver et qui sont livrés à eux-mêmes parce qu'on ne peut pas les loger, il n'y a pas de travail, ils tombent dans les trafics. Et voilà. Et les associations et les bien-pensants ne se rendent pas compte qu'ils installent chez nous des foyers de violence et qu'on pourrait l'éviter. Voilà. On pourrait éviter un certain nombre de choses. Voilà. Et aujourd'hui, la famille n'intègre plus, l'école n'intègre plus, la nation n'intègre plus, et donc c'est un peu l'anarchie et tout ce que l'on peut voir, y compris malheureusement ce jeune homme mort trop tôt. Hier, dans une vidéo, le président de votre parti, Jordan Bardella, évoque la barbarie ordinaire. Il y a quelques jours, c'était le ministre de l'Intérieur qui parlait d'ensauvagement. Le président de la République lui-même parle de décivilisation. Est-ce que vous avez le sentiment au moins d'être d'accord sur le constat avec le gouvernement ? Oui, mais encore une fois, quand vous faites un constat, d'abord c'est pas la première fois, il y a déjà eu des tabassages de jeunes, il y a eu beaucoup d'actes de violence gratuite sur des personnes âgées ou sur des très jeunes, et on le voit bien. Quelle est la réponse? Alors M. Darmanin parle, on se déplace, on fait des marches blanches, mais quelle est la réponse? Il n'y a pas de réponse. On continue, voilà, passer le drame, passer malheureusement les questions que l'on peut se poser légitimement. Derrière,
On fait quoi? On fait rien. Plus de moyens pour la police, plus de moyens pour la justice, un projet de loi immigration pour reconduire à l'extérieur. La police, elle arrête tous les jours dans nos rues des gens pour des trafics, des violences, 10, 15, 20 fois. Ils sont systématiquement relâchés et elle les retrouve dans la rue, elle se fait insulter, etc. La police, elle n'en peut plus. Et d'ailleurs, il faudrait s'occuper réellement de cela. Et ça, c'est la justice, c'est les places de prison, c'est peut-être des centres de rééducation ou d'enfermement pour un certain nombre de jeunes qui sont aujourd'hui perdus pour la société. Et je ne vois pas comment, s'ils sont perdus aujourd'hui à 16, 18 ans, eh bien, pour l'avenir, ça risque d'être encore plus compliqué. Et après, ils sont évidemment dans tous les réseaux possibles imaginables de tout ce qu'on peut imaginer, y compris quelquefois dans le terrorisme ou dans la crapulerie ordinaire ou dans le trafic ordinaire, voilà. Puisque vous évoquez la jeunesse et les questions d'éducation, il se trouve que hier, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a remis sur la table la question du redoublement, qui a été ces dernières années très largement mise de côté. D'ailleurs, sous le quinquennat de François Hollande, ça avait même été considéré comme ce qui devait être une exception. Est-ce que vous considérez que recourir au redoublement, s'assurer que nos jeunes, avant de franchir les classes supérieures, maîtrisent parfaitement le français et les mathématiques, c'est une bonne manière d'éduquer les élèves français? Mais le redoublement n'est pas une honte. Il faut le prendre comme un soutien et pas comme une sanction. Et en tout cas, jusqu'à présent, c'était comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on pointe aujourd'hui la honte du redoublement. En tout cas, certains le pointent. Ça fait partie d'un cursus scolaire pour tous les élèves et même pour tous les collégiens, les lycéens. Et donc, je pense qu'il ne faut pas revenir sur le redoublement ou en tout cas Il ne faut pas hésiter à le réactiver. En tout cas, à l'instant, le ministre de l'Éducation publie un message sur les réseaux sociaux en disant « Je n'ai aucun tabou, y compris le redoublement ». Et il fixe comme objectif élever le niveau général de l'école. Le redoublement, pour vous, permet d'élever le niveau général de l'école? Vous savez, j'ai été gamin et j'ai vu comment ça se passait. Les redoublements sont quelquefois utiles pour progresser dans la scolarité. Donc là, vous partagez le constat et la solution du gouvernement. Oui, la preuve qu'il se passe des choses oui, aussi. il se passe des choses, mais très honnêtement, ça arrive dans le débat. Personne ne se posait la question parce qu'on n'imaginait pas que le redoublement était un problème aujourd'hui dans la scolarité. En tout cas, moi, je vous dis, je ne l'imaginais pas. Aujourd'hui, je vois que ça pose un débat, alors que ça devrait être... voilà, ça fait partie des mesures de soutien à l'élévation du niveau et à la scolarité des gamins pour une meilleure scolarité. Donc, je ne vois pas où est le problème. Dans l'actualité des terribles faits divers de ces derniers jours, il y a eu également l'agression de ce jardinier à Villecrène dans le Val-de-Marne qui a fait réagir avec des insultes racistes. La question s'est posée de savoir si ça suscitait la même condamnation. Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise, a insisté sur un point. Il y voit là le résultat, je le cite, du laisser-aller raciste dans la sphère publique. La classe médiatico-politique doit se ressaisir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Rien de la part de Jean-Luc Mélenchon. Quand on n'est pas capable de condamner le Hamas comme organisation terroriste pour des choses abominables, après on est inaudible sur des choses qui vont de la logique même. Évidemment, il faut condamner ce genre de choses, parce que, je le répète, la violence, elle touche tout le monde, dans les quartiers difficiles comme dans les quartiers moins difficiles, et elle touche tous les Français de quelque condition et de quelque religion que ce soit. Il faut quand même se rendre compte. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui de Français d'origine immigrée, on va dire, votent pour le RN, notamment dans les villes, pour remettre de l'ordre, parce que leurs enfants sont victimes des tentatives de trafic de drogue, des violences à l'école, etc. etc. Donc, il ne faut pas faire de généralisation. Il faut dire les choses. À mon avis, quand elles sont avérées, il faut les dire. Mais sur le coup, quand il y a ce genre de violence, il faut le dire, oui, c'est vrai. Et j'espère que les auteurs seront punis comme les autres. Mais cet épisode montre aussi qu'il y a des violences sans aucun lien avec l'immigration, l'assimilation, le parcours de vie. Mais c'est ce que je vous dis au début, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que dans la masse statistique, je pense que c'est autre chose que l'on voit. Je voudrais également qu'on évoque l'actualité économique et sociale. Le président de la République a réagi cette semaine au léger rebond du taux de chômage. Il est passé de 7,2 à 7,4%. Il a lancé devant des patrons cette semaine « Réveillez-vous ». Il a promis de redoubler d'efforts pour réengager des grandes réformes. Est-ce que sur ce sujet-là, on n'est plus sur la sécurité, on n'est plus sur le régalien? Est-ce que là, vous faites davantage confiance au président? Est-ce que vous lui reconnaissez une forme au moins de volonté et de courage sur le champ économique? C'est à lui de se réveiller. C'est à lui de se réveiller. Aujourd'hui, vous avez le secteur de la construction, vous avez le secteur de l'immobilier, vous avez le secteur du logement, de l'artisanat, du commerce qui est en grande difficulté. Quelles sont les mesures qu'il apporte? Par sa faute? Mais par sa faute, par son inaction. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour lancer le logement?
Alors il y a eu les mesures de Madame Borne sur le logement social, mais aujourd'hui, moi je le vois dans mon propre département et dans ma ville, on a des problèmes de foncier avec la fameuse loi ZAN, zéro artificialisation, qui bloque tout. Donc on est en train de négocier comme des marchands de tapis entre maires pour savoir, eh bien, moi j'en veux tant, toi t'en veux tant, la région elle a aussi son lot et puis l'État gèle sa partie. Mais... Pour des questions de préservation de nos sols, y compris nos terres agricoles. Mais oui, non mais si on fait ça, on ne fera plus rien parce que cette loi est trop restrictive, contraignante. Et il faut peut-être penser à déconcentrer précisément la région parisienne qui accumule tous les handicaps pour irriguer l'aménagement du territoire français et permettre à la province de vivre. Ça nécessite quoi? Des investissements dans les transports. On attend notre TGV toujours, je le dis parce qu'on est les seuls à ne pas l'avoir. Et que fait l'État? Il serait facile de débloquer aujourd'hui 2, 3, 4 milliards pour finir cette ligne et pour connecter la France et l'Espagne d'une manière définitive. Vous avez eu un message du gouvernement à ce propos? Non, il y a quelques avancées, mais on nous promet le TGV en 2040 ou 2045. Laissez-moi vous dire que d'ici là, il va se passer des choses. Donc, c'est pas à la hauteur des enjeux. Et je pense que c'est pareil en matière de logement et de construction. Avant, il y avait des lois, la loi Pinel, par exemple, la loi de Robien. Quels sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils mettent sur la table pour permettre la relance? Parce que là, ce qui nous attend, c'est des dizaines de milliers de chômeurs à venir. Hein. Mais est-ce que, quand le gouvernement dit sur le Pinel, sur le Robien, comme vous dites, qui était, je rappelle, des dispositifs, pour faire simple, de défiscalisation, pour inciter à la construction ou à la création de logement, ça marche. Ça coûte très cher pour un résultat limité. Et vous croyez C'était pas non plus la panacée il y a quelques années en matière de logement. Mais vous croyez que les dizaines de milliers ou peut-être les centaines de milliers de chômeurs à venir, ils vont pas coûter cher à la nation? Eh bien, il vaut mieux maintenir dans le monde du travail des milliers de personnes qui en ont besoin, parce qu'ensuite il y a tout le reste qui va avec, hein, et la consommation aussi, plutôt que de les transformer en chômeurs. Et ça, c'est directement des mesures que le gouvernement peut prendre. Et pareil pour les artisans, sur la rénovation urbaine, sur des choses comme ça. Donc on attend, et j'espère que ça va aller vite, parce que là, on est en train, j'allais dire, de toucher des codes d'alerte, et monsieur Macron, plutôt que d'houspiller son auditoire quand il a la parole, ferait bien de se remettre en question lui-même. Parce que c'est de lui dont il s'agit, c'est lui qui est président. Le 9 juin prochain, il y aura des élections européennes. Votre tête de liste, Jordan Bardella, a déjà dit que ce serait l'occasion de dire ce qu'on pensait de la politique d'Emmanuel Macron, pour ou contre, en utilisant le bulletin de vote RN, le cas échéant. La Première ministre a clairement dit qu'elle ne serait pas tête de liste. C'est pas mon projet, disait-elle aux dernières nouvelles d'Alsace cette semaine. C'est une bonne ou une mauvaise chose qu'Elisabeth Borne décide de ne pas aller au combat européen? Écoutez, je crois que déjà c'est pas fameux au gouvernement, alors j'imagine en tête de liste européenne. Donc voilà, j'ai pas d'opinion sur le sujet, mais je pense que le gouvernement est en difficulté, que le président est en difficulté, que la courbe des sondages pour la famille politique est en train de baisser doucement. Et donc, quel que soit l'individu qui prendra la tête de liste de Renaissance et du soutien au gouvernement, je pense qu'il aura de très grosses difficultés à avoir un très bon score aux élections européennes. Vous êtes dans une confiance totale pour ces élections? Non, pas confiance totale. On est en dynamique. On a des alliés d'ailleurs partout en Europe qui le sont aussi. Jordan aujourd'hui est en tête des intentions de vote largement. Et bien voilà, il faut maintenir cette avance-là. Et il faut aller surtout sur le terrain parler aux Français parce que les élections européennes, c'est loin. C'est des élections qui, quelquefois, n'intéressent pas beaucoup, on va dire, les classes populaires et les Français. Et pourtant, c'est l'occasion de réorienter cette Europe-là pour permettre à la France de pouvoir prendre des mesures énergiques dans tous les domaines. Hein. Dans le domaine de la lutte contre l'immigration, sur la sécurité, mais pas que. L'agriculture, la viticulture, la pêche, l'aménagement du territoire. Enfin, voilà, l'Europe s'occupe de tout. On n'a pas l'air de s'en rendre compte, mais tous les textes qui s'appliquent à nous, peu ou prou, sont, j'allais dire, influencés par ce qui se passe à l'échelle européenne. Quand vous dites nos alliés ou nos partenaires ailleurs en Europe, c'est vrai qu'aux Pays-Bas, hier, l'extrême droite est arrivée en tête des élections générales. Vous appelez l'extrême droite, mais là-bas, ils n'appellent pas ça l'extrême droite. Vous appelez ça comment? Parti patriotique, voilà. Parti patriote, qui défend les intérêts des Hollandais. Et vous y voyez un signe de votre future victoire? Parce qu'aux Pays-Bas, le Parti patriote, allez, je vais vous donner crédit de ce terme-là, même si on pourrait en discuter, est en tête. Ça veut dire que vous serez en tête? Non, ça veut dire qu'on a des alliés potentiels dans beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui qui permettront de mettre un bloc
dans le Parlement européen et qui permettra de contester la politique ambiante. Après Louis Alliot, vous avez vu, typiquement les Pays-Bas, c'est un bon exemple. Geert Wilders est en tête, mais pas sûr pour autant de pouvoir être Premier ministre parce qu'il faudrait des alliés qu'il n'a pas pour le moment. Ça peut aussi vous arriver. Vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas d'alliés. Oui, ben, on n'a pas d'alliés. On verra bien aux prochaines élections. Après la présidentielle et après les élections législatives. C'est pas tout à fait le même système. Mais à l'Europe, on va bien se retrouver les partis, entre guillemets, conservateurs et eurosceptiques pour, j'allais dire, influencer la politique européenne. Et dans ce cadre-là, nécessairement, beaucoup de pays ont des mouvements, j'allais dire, patriotes nombreux. Et donc, profitons-en. Wilders, il propose un référendum sur l'appartenance des Pays-Bas à l'Union européenne. Vous feriez la même chose, vous ? Écoutez, nous, on a annoncé la couleur depuis longtemps. Le premier référendum que nous ferions, c'est sur l'immigration. Parce que c'est celui qui pose problème, c'est celui qui est demandé par les Français, et c'est celui que manifestement M. Macron vient d'abandonner en race campagne. C'est une manière de ne pas me répondre. Voilà. Mais non, c'est pas ça. Sur l'Europe, d'abord, arrivons au Parlement européen, réorientons l'Europe, et puis le reste, on verra par la suite. Merci beaucoup, Louis Alliot, d'avoir été sur le plateau de LCI ce matin.